Bonjour à tous, ici Merlin de la FAPEC donc nous avons organisé cette petite conférence en différé afin d'exposer aux parents inscrits au ministère de l'Instruction publique quelles étaient les caractéristiques du constructivisme et du pédagogisme qui ont tué la transmission des connaissances à l'école. Alors pourquoi c'est très important? Donc c'est très important parce que les théories dont je vais vous parler dans cette petite conférence vont vous permettre de comprendre un peu quelles ont été les idées à l'origine de la destruction du modèle scolaire français. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un modèle scolaire qui avait ses défauts, mais qui avait ses indéniables réussites c'est-à-dire que l'école transmettait des connaissances aux enfants, aux élèves. Quel que soit le niveau, quel que soit le niveau où on arrivait à aller, quel que soit le tri social le plus ou moins qu'il existait autrefois, qui aurait pu être amélioré, bref, quel que soit l'état de l'école qui existait avant, au moins tous les enfants qui allaient à l'école, tous les enfants, quel que soit leur niveau, eh bien, ils acquéraient des connaissances de manière efficace, et quand ils sortaient des cours, eh bien, ils avaient de vraies connaissances. Alors pourquoi tout ça, ça a disparu? Eh bien, ça n'a pas disparu par magie ou par simple évanouissement, ça a disparu, entre autres, à cause d'une mise en place concertée et réfléchie d'une idéologie. Cette idéologie, elle s'appelle, l'idéologie centrale qui s'est mise en place s'appelle le constructivisme, et les professeurs qui ont été confrontés à cette idéologie dans leur formation et dans leur pratique l'appellent souvent le pédagogisme, c'est-à-dire que c'est l'idéologie de la pédagogie moderne où le savoir n'a plus d'importance, mais où il faut tout centrer notamment sur l'élève. C'est un des slogans démagogiques de cette idéologie. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous citer un auteur qui date du XVIIIe siècle, fin XVIIIe, début XIXe, et qui est en fait quelqu'un qui tenait des propos extrêmement étonnants et qui sont à l'origine de cette idéologie constructiviste. Alors que dit-il, ce personnage qui était donc un disciple de Rousseau et qui avait voulu mettre en œuvre quelques idées fortes de l'éducation selon Rousseau, qui n'a pas dit que des choses intelligentes visiblement. Alors que dit ce Pestalozzi, écrivain suisse et pédagogue suisse? Il dit: à mes yeux, le fondement de l'éducation de notre siècle, c'est-à-dire de l'éducation de son époque, qui était encore efficace, l'enseignement prématuré de la lecture et de l'écriture, qui a pour conséquence d'exciter trop tôt la faculté du jugement, est bien loin d'avoir les heureuses conséquences qu'on lui attribue ordinairement. Mon garçon, donc il avait un garçon, mon garçon aura 12 ans dans quelques jours et ne sait ni lire ni écrire, et je suis tout à fait tranquille à cet égard. Je reconnais à la vérité que le brave garçon avec mon système ne saurait briller en aucune façon, et que dans tous les examens, il resterait bien loin en arrière de tous les enfants de son âge, mais cela ne m'inquiète pas. Je ne lui fais passer aucun examen parce que je désire qu'il vive sans souci, et il m'est absolument indifférent qu'on le trouve ignorant ou qu'on déclare que ce qu'il sait n'est rien. Voilà, fin de citation. Donc ce personnage, Johannes Pestalozzi, qui est un écrivain suisse connu en Suisse, considérait que si un garçon à 12 ans n'avait toujours pas appris du tout à lire ni à écrire, et bien ce n'était pas grave du tout, qu'il mettrait son temps. Donc vous avez là un des phénomènes typiques Alors on pourrait penser que c'est totalement absurde pour un pédagogue de tenir de tels propos. En réalité, c'est exactement ce que pensent les théoriciens du constructivisme qui s'est imposé effectivement à toute l'école française dans l'institution aujourd'hui, peu ou prou, à des degrés divers, par des moyens divers. Ce constructivisme est mis en œuvre, ce qui explique évidemment ce que tout le monde constate, la ruine totale du niveau scolaire et la destruction de toute transmission de connaissances. Alors, qu'est-ce que c'est que ce constructivisme? Eh bien, on peut le définir comme une pédagogie libertaire. C'est-à-dire que l'enfant n'est obligé à rien, on ne doit pas lui imposer de règles, il doit trouver lui-même les connaissances, il doit construire lui-même les savoirs, par la recherche personnelle,
par toutes sortes de jeux pédagogiques, de jeux éducatifs, par la discussion avec ses camarades, par le tâtonnement et l'expérimentation personnelle. A l'inverse, qu'est-ce que proposait l'instruction classique, c'est-à-dire l'instruction de la transmission des connaissances d'autrefois, quelles que soient les améliorations qui auraient pu être apportées à cette instruction classique. Et bien, l'instruction classique, c'est la transmission des connaissances sous la forme la plus simple, passant d'une leçon magistrale à l'exercice de l'élève. C'est-à-dire que leçon magistrale, le professeur explique, il introduit la notion, il l'explique, il la fait résonner dans l'esprit de l'élève en utilisant tout ce qu'il sait de plus pertinent sur cette notion ou sur ce savoir pour que l'élève s'en fasse une idée claire, mais en même temps nouvelle, ou qu'il apporte du nouveau vocabulaire, de nouvelles notions, etc. Et une fois que ce travail magistral, cette leçon est terminée, on passe à des exercices. Voilà. Donc l'élève s'exerce à partir de cette leçon magistrale, de ce savoir. Donc la leçon magistrale n'est d'ailleurs pas forcément quelque chose qui dure 1 heure ou qui est long et qui est dur à supporter pour l'élève. Ça peut être quelque chose de court, 1/4 d'heure, 1/2 heure. Voilà. Alors, il faut savoir que la totalité des écoles d'excellence aujourd'hui pratiquent encore essentiellement cette méthode ancestrale, voire immémoriale de transmission des connaissances, c'est-à-dire la leçon magistrale et ce qu'on appelle plus généralement le cours magistral. Hein. Toutes les écoles d'excellence pratiquent le cours magistral. Vous allez à Harvard aux États-Unis, vous allez à Oxford, à Cambridge, dans toutes les plus grandes universités du monde, dans tous les instituts de formation d'excellence. Le moyen de transmettre des connaissances pour les riches, pour les gens qui accèdent à l'excellence scolaire ou universitaire, c'est le cours magistral. Or, c'est précisément ce cours magistral dont a été privée l'école publique et l'école même publique et privée, sous contrat notamment, parce que le cours magistral était dénoncé comme étant trop imposé, beaucoup trop autoritaire. Alors, maintenant, vous allez vous dire, mais comment on fait la différence? Puisque, parfois, il y a des gens qui mélangent, il y a des pédagogues, des gens, des éducateurs, des personnels éducatifs, des professeurs, des enseignants, qui vont peut-être mélanger les choses. Alors, comment on va faire le tri? C'est très simple. L'élève, l'enfant, le parent, ou le professeur en exercice, ou le jeune professeur, etc., ou le professeur futur, pour se préparer à distinguer cette idéologie constructiviste et pédagogiste qui détruit le vrai savoir, pour le distinguer d'avec la vraie instruction classique, eh bien, vous allez vous intéresser à des méthodes typiques du constructivisme et du pédagogisme qui vont vous être révélées par certains indices. Si vous vous trouvez devant une méthode pédagogique qui emploie des procédés compliqués, des mises en scène, des débats entre élèves, des recherches personnelles des élèves, des projets pédagogiques, des expériences pédagogiques, tout ce qui est de l'ordre de la combinaison, des gadgets, des jeux, des supports visuels, audio, tactiles en tout genre, eh bien, tout ce genre de choses qui sont des sortes d'échappatoires artificiels et trompeurs à la leçon magistrale, d'où tout doit partir, d'où tout savoir doit partir, et bien, tous ces genres de choses, ce sont des méthodes constructivistes. Ce sont des méthodes pédagogiques, et vous allez avoir d'ailleurs le mot pédagogique répété à qui mieux mieux. Il y a un mot qui devient totalement creux et vide de tout sens, puisque d'ailleurs le mot au départ n'a pas du tout vocation à s'appliquer à la transmission de connaissances à l'école, puisque en fait, paidagogos en grec, ça veut dire l'esclave qui s'occupe d'un enfant. Païs, c'est l'enfant, et paidagogos, c'est l'esclave qui mène l'enfant dans les familles riches de la Grèce antique. Et donc, en fait, c'était l'esclave, en gros, c'était le gouverneur, c'était le babysitter. Ça veut dire babysitter, si vous voulez, aujourd'hui. Aujourd'hui, le mot anglicisé, c'est babysitter, qui avait parfois des fonctions de précepteur, mais en gros, ça veut dire babysitter. Donc, en réalité, le mot pédagogique est un mot qui trompe tout le monde. Donc, c'est une immense escroquerie, une immense idéologie de l'escroquerie. Alors, je vais maintenant entrer un peu plus dans le vif du sujet sans se disperser, sans nous disperser, en m'intéressant à certains auteurs. Alors, on va s'intéresser à 3 auteurs.
Un premier auteur qui s'appelle Piaget et qui est un des plus grands fondateurs du constructivisme, dont personne ne parle aujourd'hui, mais quand vous prenez un ouvrage de Piaget sur l'éducation, vous le trouvez appliqué dans l'école de votre enfant. C'est obligatoire, à un niveau ou à un autre, dans une méthode ou une autre, etc. Vous prenez un livre de Piaget, Piaget, Jean Piaget, un Suisse. Vous avez un autre personnage qui s'appelle Freinet, F-R-E-I-N-E-T, dont certaines méthodes sont connues, qui a eu également certaines propositions de type moderniste, de type libertaire. Et puis vous avez un beaucoup plus connu et plus proche de nous et encore vivant, ce théoricien français qui s'appelle Philippe Mérieux, qui a été également très, très impliqué dans la mise en place de l'idéologie pédagogiste dans les IBFM, dans l'enseignement et dans les inspections académiques, etc. Inspections académiques qui font pression évidemment sur les professeurs pour leur imposer les méthodes constructivistes, pédagogistes. Et il faut savoir qu'il y a eu toute une fronde, toute une résistance du milieu universitaire, du milieu des enseignants qui était du côté de l'instruction classique, donc de la vraie transmission de connaissances, à l'époque où ça s'est fait, c'est-à-dire dans les années 80-90, voire avant. Mais en tout cas, dans les années 80-90, il y a eu une vraie résistance, avec des personnages comme Jacques Muglioni, qui était inspecteur de philosophie à l'époque, ou avec d'autres personnages qui ont écrit des livres, plus récemment Brigelli par exemple, Marc Lebris, voilà, ce genre d'auteurs. Mais aussi des universitaires parfois. Eh bien, certains auteurs antipédagogistes se sont fait tellement manipuler, se sont fait tellement berner, et sont tellement mis au pied du mur face à la situation désastreuse de l'école actuelle, qu'ils sont devenus progressivement, eux aussi, des tenants d'une certaine forme de pédagogisme. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de vraies leçons, on ne peut plus transmettre les connaissances telles quelles, on ne peut plus faire leçon-exercice, on ne peut plus faire une école de transmission des vraies connaissances, des vrais savoirs, en vérifiant l'assimilation des connaissances par les élèves, etc., avec une progression rigoureuse, avec une ambition intellectuelle et culturelle pour vraiment transmettre une culture générale solide aux enfants et aux élèves. Eh bien non, vous avez des gens comme Denis Cambouchet, qui est un professeur de philosophie à la Sorbonne, qui s'est attaqué au pédagogisme, qui a écrit un ouvrage dont je ne sais plus le nom, l'école, un ouvrage qui réfute en partie Philippe Mérieux, donc un pédagogiste, mais qui pourtant, voilà, donc ils se font manipuler, si vous voulez. C'est extraordinaire, si vous voulez. Les gens qui combattent se font manipuler eux aussi. Donc, si vous voulez, il y a un manque de volonté qui est absolument tragique et qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont le courage de résister et qui proposent une vraie alternative comme le ministère de l'Instruction publique, ça n'existe pas. Vous le trouvez nulle part. Donc c'est extrêmement grave. Il faut vraiment diffuser tout autour de vous cette vérité qu'aujourd'hui, l'école qu'on vend à vos enfants, qu'on vous vend de manière idéologique, hein, enfin on vous fait payer les impôts pour l'école publique, c'est une fausse école. C'est une fausse école, c'est une entreprise de manipulation. Vos enfants vont à la garderie. Ils vont à la garderie. Il ne faut pas dire qu'ils vont à l'école, ils vont à la garderie. Et tout le monde se fait avoir et il n'y a pas de résistance véritable aujourd'hui. Alors pour savoir maintenant comment identifier le discours d'un pédagogiste, donc d'un pédago qui est un tenant de cette idéologie qui s'est répandue totalement et qui s'est imposée vraiment à 99% aujourd'hui, hein, chez tous les enseignants, tous les professeurs, eh bien, à chaque fois que vous avez un discours qui est d'une sorte de blabla creux, de discours vide de sens, individualiste, ou qui vous dit oui mais il faut s'intéresser à l'individu de l'élève, etc. Il faut prendre en compte les problèmes, etc. Il faut prendre en compte la diversité des situations. Donc tous ces mots creux, diversité des situations, prendre en charge, etc. Tout ça, tout ce qui est sans enjeu, sans rapport avec les enjeux du savoir, de la transmission des connaissances, de la mission primordiale de l'école, eh bien c'est forcément du pédagogisme. Et vous allez le trouver à 99%. Donc vous n'allez pas, c'est très difficile d'en trouver déjà. Donc tout ce qui n'est pas transmission réelle de connaissances,
ou tout ce qui n'est pas dirigé vers l'acquisition de diplômes professionnalisants, c'est-à-dire de diplômes ayant une vraie valeur, que ce soit un diplôme de brevet, que ce soit un diplôme de bac pro, de tout ce que vous voulez, de bac, de licence, de BTS, de tout ce que vous voulez, tout ce qui n'est pas associé directement à l'acquisition soit de connaissances, soit d'un diplôme ayant une vraie valeur, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire des vrais diplômes qui aient des vraies valeurs aujourd'hui. Comme vous le savez, le bac n'a aucune valeur, le BTS a une valeur très, très vague, puis les diplômes universitaires n'ont quasiment pas de valeur, c'est une valeur symbolique. Hein. Voilà. Alors, je vais entrer dans quelques... rapidement, hein, sans développer outre mesure, quelques éléments du discours de Philippe Mérieux et du discours qui va être repris par d'autres gens jusqu'aujourd'hui pour démontrer, pour soutenir hein, la continuation de cette mise en œuvre du pédagogisme, du constructivisme qui détruit les connaissances, qui détruit la vraie transmission de connaissances. Alors Philippe Mérieux, c'est vraiment une caricature du pédagogisme. Pédagogisme d'ailleurs qu'on peut analyser comme étant la combinaison entre la pédagogie, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pédagogie n'est pas une notion valable, et de la démagogie. Donc si vous voulez, c'est du pédadémagogisme, de la pédadémagogie. Donc ça trompe avec des grands mots. Alors, l'une des idées fondamentales qu'on va opposer à cette instruction classique des connaissances, de la part des pédagogistes, c'est qu'ils vont vous vendre, ils vont vous casser la tête avec cette notion d'égalité, d'égalitarisme. Et d'ailleurs, cela est tellement vrai qu'elle a été l'une des dernières grandes entreprises démagogiques, fausses, trompeuses, manipulatrices et même corruptrices des enfants par le ministère de l'Éducation nationale, c'est les ABCD de l'égalité. Donc ça prouve bien que l'idéologie du genre, hein, qui était mise en œuvre par ces ABCD de l'égalité, était dans la droite ligne de cet égalitarisme démagogique et constructiviste des années 80. Donc sous prétexte que tous les enfants sont égaux, ou doivent être considérés comme égaux, eh bien, il ne faut plus que l'élève soit autre chose que l'égal du professeur. C'est-à-dire qu'aux parents et aux élèves, et au public, on va dire, on va vendre l'égalité aux gens. On va leur dire égalité, 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 voilà, slogan, donc, concept démagogique, hein, on va vous vendre cette égalité, il faut de l'égalité, il faut de l'égalité, donc on va mettre en œuvre les ABC de l'égalité, donc on va mettre en œuvre une pédagogie qui va en fait détruire les savoirs. Mais ce qui est vicieux donc, c'est que cette égalité est mise en avant pour, in fine, pour finalement détruire l'autorité du professeur, puisque si le professeur est l'égal de l'élève, eh bien le professeur n'a pas de légitimité pour transmettre quelque chose de spécial qu'il a à l'élève, et qui en fait quelqu'un de supérieur à l'élève, donc quelqu'un d'inégal. D'accord ? Donc, si vous remarquez que le ministère de l'Éducation nationale ne fait que de parler d'égalité, c'est précisément pour détruire cette inégalité qui est au fondement même comme tout le monde peut se rendre compte et peut le reconnaître, cette inégalité entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, entre le maître et l'élève. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a des enseignants, on a des institutions qui vont louvoyer, qui vont dire qu'il faut de l'autorité pour le professeur, mais qu'en même temps il faut l'égalité, de l'égalité, de l'égalité, et que donc en réalité, le professeur ne peut plus exercer son autorité si cette maxime démagogique et trompeuse de l'autorité, de l'égalité, est imposée. En outre, il n'est jamais question d'égalité réelle, c'est-à-dire d'égalité de traitement entre les élèves, notion donc, sur laquelle on sera tous d'accord, c'est qu'il faut égalité de traitement entre les élèves de la part d'un même professeur, enfin du professeur qui en a la charge, pour leur transmettre à égalité les connaissances et pour avoir la même indulgence ou les mêmes exigences envers tous ses élèves, hein, évidemment. La même aide fournie à tous ses élèves. Donc on ne devrait d'ailleurs pas appeler ça de l'égalité,
puisque c'est un concept qui nous laisse entendre que le prof fait l'égal des élèves et que les élèves seraient à égalité exacte. Autrement dit, il faudrait plus de notes, puisque les notes indiquent des inégalités, par définition. Donc cette idéologie de l'égalité va aussi conduire à la suppression des notes. Donc imaginez tout le vice que cela introduit. Non, il faut parler d'équité. Il faut être équitable. Cette notion d'équité, vous ne la verrez jamais, jamais, jamais affichée, utilisée dans le discours éducatif ou le discours de l'institution, de l'école ou de n'importe quelle institution. Vous allez plutôt avoir des notions totalement vaseuses, trompeuses, d'égalité de traitement, d'égalité des chances. Ça ne veut absolument rien dire. On n'est pas à l'école pour avoir de la chance. La chance, c'est le hasard, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas Dieu de la chance. Non, non, non. Les enfants vont à l'école pour apprendre, pour être traités à égalité, pour gagner des mérites, hein, effectivement, un élève qui fait un peu plus d'efforts, il a du mérite, et donc le professeur, il va lui permettre d'exploiter ce mérite, et de récompenser ce mérite, etc. Ce qui est tout à fait logique à partir de ce principe d'équité. Mais donc vous avez toutes ces notions creuses, trompeuses, qui vont vous être imposées pour vous mettre de la poudre aux yeux. Donc cet égalitarisme détruit le savoir. Cette impression d'égalité détruit ce qui fondait l'inégalité fondamentale entre le professeur et l'élève. Et donc l'égalitarisme détruit la notion de connaissance même, qui n'existe plus en tant que telle. L'égalitarisme mène à la théorie du genre, comme on l'a vu. Il faut remplacer l'égalité par l'équité, comme on l'a vu. Et donc, si vous voyez tout le mot égalité brandi à tout bout de champ par des personnes parlant de l'école, c'est quelqu'un qui est en train de vous manipuler. L'école n'a pas besoin d'égalité, c'est faux. L'école a besoin d'équité et elle a besoin surtout d'abord de transmettre des savoirs. Si elle transmettait des savoirs, elle pourrait commencer à faire des efforts sur l'équité. C'est-à-dire, elle transmet des savoirs et puis il faut être de plus en plus équitable dans ce mouvement de transmission des savoirs. On est d'accord. Mais si vous mettez l'égalité en premier, c'est que vous trompez tout le monde puisque l'égalité ne peut pas être un objectif. Et concrètement, de quoi on se rend compte depuis que cette institution nous trompe et nous met de la poudre aux yeux avec cette égalité, c'est que plus que jamais, l'école est inégalitaire. Puisque les enfants aujourd'hui n'apprennent rien à l'école, ils vont l'apprendre avec des professeurs particuliers, donc pour les gens qui peuvent s'en payer, donc inégalité sociale, inégalité économique. Les statistiques sont absolument catastrophiques au niveau des écoles d'excellence en France, c'est-à-dire qu'il y a une discrimination sociale de fait. Les enfants qui sont favorisés socialement ou culturellement, mais c'est souvent socialement aussi, sont des élèves qui sont discriminés, c'est-à-dire qui sont choisis pour aller dans les meilleures formations, donc avoir le meilleur métier. Et donc, qu'est-ce qui va permettre une équité à la place d'un égalitarisme, de l'égalité? Eh bien, c'est donc l'équité du côté du professeur, mais c'est la discipline du côté de l'élève. Or, vous n'allez jamais entendre le mot discipline utilisé par le ministre de l'Éducation nationale, par les recteurs d'académie, par les inspecteurs, etc. La discipline, elle ne va jamais être mise en œuvre, elle ne va jamais être l'objet d'une attention particulière ou d'un projet ou de voilà, quelque chose de discipline est absolument inexistante à l'école. Alors, donc j'ai prévu quelques extraits maintenant de Piaget, donc ce théoricien qui va vous donner, donc je vais lire quelques passages pour vous permettre de repérer dans la scolarité de vos enfants, et pour les enfants ou pour les élèves ou les étudiants qui m'écouteraient, pour vous permettre de comprendre le vice, la source de tout ce qui a détruit la vraie transmission de savoir. Alors, donc j'ai pris un ouvrage de Jean Piaget qui s'appelle Psychologie et pédagogie, donc qui est un de ses ouvrages phares pour soutenir et diffuser cette idéologie constructiviste. Alors que dit-il? Il dit par exemple, l'école est une vraie société. Donc déjà c'est faux.
dans laquelle le sens des responsabilités et les normes de coopération suffisent à éduquer l'enfant sans qu'il soit besoin, pour éviter les contraintes nuisibles ou ce que l'émulation comporte de dangereux. Donc l'émulation, ça veut dire une sorte de petite compétition entre les élèves qui se battent par exemple pour avoir la meilleure note à un contrôle. Non, non, contrainte nuisible ou ce que l'émulation comporte de dangereux, d'isoler l'élève en son individualisme. Piaget soutient que l'école est une société, ce qui est faux, puisqu'il laisse entendre que l'école devrait être une société comme la société qui nous entoure, c'est-à-dire effectivement égalité de droits, démocratie, etc. Non, l'école ne peut pas être une démocratie. L'école n'est pas une société d'égalité de droits, puisque les professeurs ont des droits et les élèves en ont d'autres. Et le chef d'établissement en a d'autres. Et les surveillants en ont d'autres, qui ne sont pas les droits des professeurs et qui ne sont pas les droits des élèves. Donc c'est totalement faux. C'est totalement faux. Donc évidemment, et puis vous voyez que le sens des responsabilités, donc vous imaginez à 6 ans, un enfant aurait un sens des responsabilités suffisant pour l'éduquer. Donc voilà, imaginez la folie, la folie à laquelle mène ce genre de discours. Alors il va dire aussi, et tout ça, ce sont des discours que soutiennent 90% des personnes qui sont au ministère de l'Éducation nationale, dans les rectorats, les inspecteurs d'académie, les chefs d'établissement, les professeurs, etc. Les conseillers d'éducation, tout le monde. Alors Piaget va dire également, le simple est une notion d'adulte. L'enfant perçoit, pense et analyse en globalité. Donc Piaget était un des promoteurs de la méthode globale. Hein. L'enfant perçoit en globalité, ce qui est totalement absurde comme déclaration, comme assertion, comme affirmation. Pourquoi ? Parce que l'enfant, oui, nous percevons tous des choses de manière plus ou moins globale, effectivement. Mais on n'apprend pas les choses quand elles sont toujours globales. C'est totalement absurde. L'enfant qui perçoit que des choses globales n'apprend rien. Il ne peut pas apprendre. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que les autistes, par exemple, les enfants autistes, sont dans un océan de globalité qui leur empêche toute relation sociale et toute relation morale et sentimentale et émotionnelle normale. Parce qu'ils sont dans un océan de globalité dans lequel ils ne peuvent pas distinguer des éléments simples qui permettraient de compartimenter un minimum les aspects de la vie pour avoir un comportement rationnel, un comportement progressif, hein, et puis d'avoir des espaces de liberté aussi. Non, l'enfant autiste, c'est pour ça que les petits enfants autistes sont pris d'angoisse et de comportements très difficiles à maîtriser parce qu'ils perçoivent tout dans la globalité. Or, les enfants qui ne sont pas atteints d'autisme ont tous besoin, à l'inverse évidemment, d'apprendre de manière progressive, par des étapes simples. Alors de là, le fait qu'on ne revient jamais plus aux bases. Donc comme je vous l'ai dit, hein, l'enfant perçoit, pense et analyse en globalité, ce globalisme hein, à tous les niveaux, cette méthode globale, elle est également imposée à tout le corps enseignant, à tous les éducateurs d'aujourd'hui. Que même ceux qui vont vous dire qu'ils sont contre la méthode globale, en fait, ils sont pour des méthodes plus ou moins globales. Ils ont perdu cette notion de simplicité, de base de connaissances, avec une progression. Donc de là, l'absence de base que tous les professeurs de bon sens, que tous les gens de bon sens aussi remarquent dans l'indication, dans les connaissances de leurs enfants ou de leurs élèves, dans tous les niveaux de l'école, y compris à l'université. Alors, parlons un peu de Montessori. Piaget parle de Montessori. Donc Montessori était une dame qui a développé des écoles également avec une idéologie alternative très moderne, très individualiste, très libertaire. Donc que dit Piaget ? Généralisant avec une maîtrise sans pareille, Madame Montessori a en effet immédiatement appliqué aux normaux, donc aux enfants normaux, ce que lui enseignaient les débiles. Donc les débiles,
Sous-entendu, les enfants attardés, les enfants atteints de problèmes d'apprentissage. Voilà. Des problèmes mentaux, des problèmes d'apprentissage. Durant les stades inférieurs, l'enfant apprend plus par l'action que par la pensée. Donc cette phrase est déjà absurde, puisque une pensée est une action, et une action nécessite une pensée. Donc cette phrase est absurde. Un matériel convenable servant à alimenter cette action conduit plus rapidement à la connaissance que les meilleurs livres et que le langage lui-même. Voilà. Donc les débiles pour reprendre le terme de Piaget et de Montessori. Donc les débiles, ne se sert à rien qu'ils apprennent dans les livres, évidemment. Il ne faut pas leur apprendre dans les livres. Et même que le langage, d'ailleurs. Il ne faut pas leur apprendre dans le langage. Il faut leur apprendre en les faisant travailler, en les faisant expérimenter des choses. Donc en faisant des ouvriers, quoi. Des ouvriers d'une quelconque activité ou d'un jeu. Des gamins qui jouent, quoi. Donc c'est soit du jeu, soit de l'ouvriérisme, soit de la prolétarisation de l'élève, quoi. Il faut qu'il travaille. Et donc, je ne sais pas comment on peut penser qu'il faut appliquer aux normaux les méthodes qu'on applique aux enfants dits attardés, dits débiles, dits des enfants à problème d'apprentissage. Alors je continue ce que dit Piaget. C'est en effet de l'analyse psychique des arriérés que De Crowley a tiré sa célèbre méthode globale pour l'apprentissage de la lecture, du calcul et sa doctrine générale du centre d'intérêt et du travail actif. Donc vous avez là toute l'idéologie mise en œuvre aujourd'hui. La méthode globale a été a été inventée à cette époque, qu'elle a été mise en œuvre dans les années 1980 et qu'elle est toujours aujourd'hui à un degré ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, mise en œuvre dans les écoles primaires, où d'ailleurs les professeurs des écoles n'ont absolument plus le niveau pour transmettre une orthographe de ce nom. Donc vous avez là, je sens que j'ai besoin d'ailleurs de revenir sur ce que je viens de citer, la source de toute la destruction de la vraie transmission de connaissances. Donc nivellement vers le bas, c'est l'enseignement, le seul enseignement qu'on a pu faire avec des arriérés, avec des attardés, des enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage, et qu'on va l'appliquer à tout le monde maintenant. Donc vous voyez, voilà, j'ai pas besoin de dire plus, voilà, vous pouvez directement tirer conséquence de cela. Donc il cite quelqu'un d'autre, Kirchensteiner est parvenu à son idée centrale, donc une autre idée centrale, un autre dogme, voilà, démagogique, pédagogiste. L'école a pour but de développer la spontanéité de l'élève. Donc l'école a pour but de développer la spontanéité de l'élève. Il faut que tout soit spontané. Hein. Donc l'élève a envie d'insulter le prof spontanément, c'est bien, parce que c'est spontané. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il le fasse, parce que bon... mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est la spontanéité de l'élève. Donc vous imaginez comment on construit, comment on perpétue, comment on peut perpétuer, comment on peut construire une instruction de ce nom, une transmission des connaissances, avec ce genre d'idée absurde, que tout se fonde sur la spontanéité de l'élève, que tout doit être dirigé vers la spontanéité de l'élève. Donc l'élève, alors une des devises qui va en être tirée, c'est que, donc une des devises de ces gens-là, c'est que l'élève apprend, le maître apprend de l'élève. Voilà, mais vraiment, hein, discat apudero magister, voilà, c'est une maxime latine, ou latinisée, c'est-à-dire mise en latin, ce qui veut dire le maître apprend de l'élève, que le maître apprenne de l'élève. Donc vous voyez que c'est une inversion, hein, on inverse les choses, c'est-à-dire que c'est une école à la tête à l'envers. Donc évidemment, vous ne pouvez pas attendre d'une école qui a la tête à l'envers, qui a inversé tous ses principes, qu'elle transmette des connaissances. Donc vous avez aujourd'hui des enfants, des élèves, qui n'apprennent plus rien à l'école, parce que cette idéologie s'est imposée à un degré à un autre, par des méthodes ou par d'autres, par du chantage avec les professeurs, par des pressions, par l'idéologie, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui y croient, plus ou moins. Et puis par un discours ambiant surtout, c'est-à-dire l'égalité, voilà, ce genre de choses. Ah oui, alors pour terminer sur Piaget, je vais quand même vous citer une phrase, d'anthologie, c'est extraordinaire. Donc il va citer quelqu'un d'autre qui s'appelle Alfred Binet. Donc il parle de la grande importance qu'eut au début du siècle l'œuvre
donc au début du XXe siècle, l'œuvre d'un des plus originaux parmi les psychologues de l'enfance, Alfred Binet. Donc c'est un des auteurs sur lesquels le constructivisme se fonde. Que dit-il quelques lignes après? Il n'a jamais voulu enseigner lui-même. C'est-à-dire que c'est un des personnages qui va théoriser le constructivisme et le pédagogisme mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Mais évidemment, c'est des gens qui n'enseignaient jamais. Évidemment, ça serait trop simple. Or, qu'est-ce qui se passait dans les années 90, lors de la mise en place des IUFM qui jusqu'à récemment ont une grande influence, malgré tout, sur les enseignants, c'est que un certain nombre de professeurs, n'enseignant plus, devenaient formateurs à l'IUFM. Autrement dit, devenaient formateurs de professeurs. Alors, ils n'enseignaient plus à des élèves, et puis ils allaient être payés à vendre, à diffuser, à faire de la propagande pour cette idéologie constructiviste auprès des futurs professeurs. Voilà. Alors vous avez le philosophe Alain, qui a écrit Propos sur l'éducation, qui était quelqu'un du début du XXe siècle, qui était un vrai penseur, qui s'est battu à son époque déjà contre ces idées-là, parce que c'était déjà en train de naître. Donc le philosophe Alain disait: les raisons de l'échec, si exactement prédits, sont de celles qu'on ne veut point dire. Donc il avait tout prévu déjà. Les essais, donc sous-entendu les essais pédagogiques contestables, c'est exactement ça dont il veut parler, sont décidés en partie par des hommes qui enseignaient bien, mais qui n'enseignent plus. Donc autrement dit, les gens qui ont effectivement un bagage, et puis qui se sont mis à arrêter d'enseigner, et puis qui se mettent à théoriser, à imposer leurs méthodes, etc. Ce qui est d'ailleurs même en soi bizarre. En partie, donc deuxième tiers, par d'autres qui enseignaient mal, et qui, par cette raison même, ont choisi d'administrer, c'est-à-dire de devenir des inspecteurs d'académie, des chefs d'établissement, tout ce que vous voulez, des directeurs, etc. Ou des gens qui vont au ministère imposer des méthodes, des programmes. Voilà, des technocrates. Donc voilà. Et on parle toujours de ces essais pédagogiques contestables, enfin plutôt de cette idéologie pédagogique très contestable. Et troisième tiers, en partie par les hommes de bureau qui n'ont jamais enseigné et qui n'en seraient point capables, et que je me permets d'appeler les illettrés de l'instruction publique. C'est une citation de Propos sur l'éducation qui a été écrite, je crois, dans les années 1910 ou peu avant ou peu après. Donc vous voyez qu'en réalité, tous les gens intelligents, de bon sens et courageux, avaient déjà vu ça venir dès le début du XXe siècle. Donc ce n'est pas une question de découvrir, de ne pas découvrir, de voir ce qui se passe, d'expérimenter, puis de constater les résultats. Les résultats, ils sont massifs, de toute façon. Et ils sont tellement massifs que personne aujourd'hui ne fait plus rien pour les contrer. Sauf si vous allez dans des écoles hors contrat, où vous allez payer très cher, avec des enseignants qui, eux, qui sont payés au rabais, donc en fait qui ne sont pas des enseignants certifiés, mais qui bénéficient d'un programme maintenu dans l'école, d'un programme d'excellence maintenu auprès de leurs élèves, tirés des classes les plus favorisées, puisqu'ils doivent payer très cher. Alors, on se dirige vers la fin, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas non plus développer beaucoup. C'est que, autre idée importante que je voulais introduire, c'est que l'école, de ce fait, n'a plus pour vocation donc, de transmettre des connaissances, mais d'adapter l'élève à la société future en manipulant ses instincts. Voilà. Piaget dit exactement ça, il dit éduquer, c'est adapter l'individu au milieu social ambiant. C'est-à-dire que si on vit dans un monde capitaliste, ultra-consumériste, libertaire, sans mœurs, sans règles morales, sans loi naturelle, sans règles d'excellence, sans règles d'exigence à l'école, etc., eh bien, c'est pour adapter l'individu au milieu social ambiant, donc il faut faire la même chose à l'école. Il faut que l'école soit également sans règles, sans objectifs rigoureux, sans normes, etc. Donc adapter votre enfant au monde ultra-capitaliste, ultra-consumériste, ultra-libertaire. Je vais donc le conclure. Le constructivisme, c'est le pédagogisme. C'est un discours libertaire, c'est-à-dire qu'il va mettre en avant non seulement la liberté, libertaire et égalitariste, il va mettre en avant une pseudo-liberté, il va mettre en avant une pseudo-égalité. Votre enfant n'a pas besoin d'être libre, puisqu'il doit apprendre à être libre. Pour apprendre à être libre, il faut
assimiler des connaissances qui vont enrichir sa personnalité, enrichir son esprit. Et c'est son esprit c'est par son esprit qu'il va devenir libre. Voilà, donc vous avez un discours libertaire qui se met en œuvre, qui s'oppose radicalement à toute transmission de connaissances réelles, à toute constitution stable et valorisante de diplômes, de certificats d'études valorisés, comme l'ancien certificat d'études primaires, qui avait une vraie valeur. C'était pour les enfants à 11 ans, à l'époque, à 10, 11, 12 ans. Il avait une vraie valeur, ce certificat d'études. Aujourd'hui, le bac qu'ont les jeunes à 18 ans n'a aucune valeur. Donc vous voyez la dégringolade qu'on a vécue pendant le demi-siècle dernier. Donc le constructivisme, c'est une fabrique de l'échec et de la reproduction sociale. Les enfants n'apprennent plus rien de leurs professeurs, et les professeurs ne peuvent plus rien apprendre à leurs élèves. Aujourd'hui, les professeurs font semblant, ils font semblant. Ils ne peuvent rien leur transmettre, ils font semblant de transmettre. Ou alors ils font du pédagogisme total, intégral. Donc effectivement, s'ils font du pédagogisme intégral, ils ne transmettent même plus de connaissances, ils n'essayent même plus. Et puis ceux qui essayent, ils font semblant. Voilà, ils font semblant de transmettre. Puisque de toute façon, les élèves aujourd'hui ne sont pas évalués par rapport aux connaissances qu'ils ont, ils ne passent pas de classe en classe, de niveau en niveau, à partir de réels acquis de connaissances, de réelles connaissances assimilées. Donc un cercle vicieux se met en place. L'adolescent n'apprend pas les connaissances de l'adulte, donc il reste enfant. Il garde une mentalité infantile, il garde un niveau mental et intellectuel infantile. Il garde les systématismes et les tendances de l'enfance. Il ne peut donc pas répondre à l'échec qui arrive au niveau de l'adolescence, au niveau de la vie adulte. Il se trouve bloqué dans son processus de maturation intellectuelle, il se trouve acculé à un échec mental, il est freiné, empêché, bloqué dans tout processus de développement. Il fait face à des incompréhensions, il se trouve incapable de se concentrer lui-même quand il reste à l'école. Aujourd'hui, les élèves ne peuvent plus se concentrer. Il ne se contrôle pas, donc les élèves n'arrivent plus à se contrôler. Il ne se motive pas, il n'a plus de motivation, d'objectif de réussite. Quand bien même il en aurait le désir ou il en concevrait l'intérêt. Donc il y a 3 solutions en fait pour les élèves aujourd'hui. Ils deviennent violents, plus ou moins violents. Donc cette énergie qu'ont tous les enfants, comme ils ne peuvent plus le mettre dans l'acquisition de connaissances, eh bien ils vont devenir violents. Et donc cette violence, ils vont l'exprimer par des moyens ou par d'autres, mais il y a une violence. Soit par la puérilité, donc ils vont garder, donc deuxième possibilité, ils vont investir dans cette énergie qu'ils devraient avoir pour apprendre, et ils vont l'investir dans la puérilité, ce qui nous donne des enfants qui restent extrêmement puérils, donc qui ne savent que jouer, par exemple à des jeux vidéo, qui ont un comportement infantile, des incivilités, mais des incivilités qui ne sont parfois pas volontaires. C'est simplement des enfants ou des jeunes adultes, des jeunes adolescents qui n'ont jamais réussi à avoir un comportement continu, à avoir un comportement cohérent. Ils vont avoir des stratégies d'évitement de toute punition, d'évitement des devoirs. Ils vont toujours demander une excuse, un prétexte. Ils vont chercher. Ils ne vont jamais se confronter à leurs responsabilités. Ça n'existe, parce que l'élève a tout de même un minimum de responsabilité. Non, aucune responsabilité ne va être dans l'esprit de la conscience de l'enfant. Et troisième cas, l'élève va résoudre, on va dire, d'une certaine manière, cet échec total de l'école par la capitulation. Donc vous avez des élèves, vous avez des enfants aujourd'hui ou des adolescents qui sont dans le mutisme, l'aphasie, la mollesse, ça devient des limaces si vous voulez, une grande difficulté d'expression, une attitude renfrognée, taciturne, défiance vis-à-vis des adultes, des professeurs, des parents, un renfermement sur soi-même dans un désir de ne pas rencontrer l'autre, d'éviter toute confrontation. Donc pour cela, il n'y a ni violence ni jeu, puisqu'il y a ceux qui s'expriment par la violence, il y a ceux qui s'expriment par le jeu. Et donc ce type d'enfant, ce type d'élève se complaira dans l'inactivité, l'oisiveté. Ils se donneront éventuellement à des activités culturelles pour échapper à tout cela. Mais dans tous les cas, ils n'apprendront jamais plus rien à l'école. Je vais finir en disant une seule chose. Le ministère de l'Instruction publique, le MIP, est la seule solution aujourd'hui pour les gens qui veulent accéder à une vraie instruction et qui ne peuvent pas accéder à des écoles hors contrat qui sont rares, chères. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt sur le ministère de l'Instruction publique.